Même au niveau du militantisme politique, les femmes, elles décrochent très facilement parce que l'espace familial les absorbe. La gestion sociale est très absorbante pour les femmes. La catégorie socio-professionnelle influe beaucoup sur le degré de participation ou de mobilisation des femmes. Bonjour à tous, elles sont agents de changement, transformatrices de leur environnement, elles ont une vision et un impact sur leur communauté et nous vous proposons de les découvrir dans la série des podcasts Les femmes agents de changement du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Dans cet épisode, nous sommes ravis de collaborer avec ONU Femmes pour vous offrir une conversation enrichissante sur le triptyque femmes, paix et sécurité. Je m'appelle Mame Diarra Diop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Madame Achta Djibrine-Sy, ancienne ministre de la Culture et de la Diversité au Tchad. Bonjour Madame Sy et bienvenue. Pour commencer, rappelons qu'en 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a marqué une avancée historique en reconnaissant le rôle essentiel des femmes dans les processus de paix et de sécurité. Elle appelle à leur participation active et à une meilleure protection de leurs droits. Pourtant, force est de constater que l'écart entre les engagements et la réalité demeure frappant. À échelle mondiale, entre 1992 et 2019, seulement 13% des négociateurs et 6% des médiateurs ou signataires d'accords de paix étaient des femmes. Pire encore, 7 processus de paix sur 10 excluaient totalement les femmes. Alors, Madame Sy, pourquoi est-ce qu'il est difficile pour les femmes aujourd'hui d'être incluses dans ces processus décisifs d'une façon qui transforme réellement les dynamiques de pouvoir? Merci, c'est une très belle question. On a toujours reconnu à travers tous nos travaux au niveau mondial, continental ou national que la participation des femmes est un réel défi. Et nous disons que le premier niveau de ce défi réside d'abord au niveau socioculturel, où les femmes sont considérées comme des êtres immatures qui ne peuvent pas apporter des contributions, je dirais, nourries de sagesse. Et donc, il est très difficile à ce niveau de prendre en compte la contribution des femmes dans les processus décisionnels. La deuxième chose également que nous considérons, c'est que la division sexuelle du travail affecte les femmes dans l'espace privé. Et dans cet espace privé, elles sont aux prises avec une multitude de tâches domestiques qui les absorbent et qui ne leur permet pas vraiment de prendre part au processus de prise de décision, que ce soit au niveau de la gouvernance ou au niveau de la résolution des conflits. Troisième élément qui nous est parvenu quand même des études que nous avons pu réaliser sur l'exclusion des femmes des processus de recherche de paix, eh bien, il est apparu que la femme peut être également l'objet de conflits. Et donc, il est indécent de l'associer encore à ce processus de résolution. Et donc, nous disons qu'il est évident que au niveau socioculturel, il y a vraiment un poids qui pèse sur la participation des femmes dans les processus de paix. Le deuxième niveau qui prend en compte également ce poids socioculturel, c'est au niveau politique. Il y a très peu de femmes, je dirais, dynamiques au niveau des partis politiques. C'est cette année seulement que, par exemple, au niveau du Tchad, il y a eu un bond pour avoir 34% de femmes élues à l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Si les femmes occupent des postes importants au sein de leur parti politique, eh bien, lorsqu'il sera question de composer des délégations pour aller négocier la réconciliation, eh bien, il y aura également des femmes qui pourraient être identifiées pour participer à ce processus. Nous avons eu, par exemple, au niveau du Tchad, 14 personnes qui avaient été identifiées pour aller négocier au préalable avec les politico-militaires. Et sur les 14, il n'y avait que 2 femmes. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas chose facile. Et ensuite, lorsqu'il fallait
organisé cette rencontre à Doha sur une quarantaine de personnes composant la délégation du Tchad, eh bien, il n'y avait qu'une seule femme qui s'est retrouvée. Et donc, vous comprenez que le poids socioculturel, la faiblesse du niveau de participation des femmes au niveau des instances ou des organes de décision des partis politiques fait qu'elles sont toujours reléguées au second plan. On les considère comme incapables d'apporter une contribution sage au processus de paix. Et donc, je dirais que c'est vraiment ces grandes raisons qui font qu'il est difficile d'avoir des femmes dans les processus de paix. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose. Il y a également le fait que les femmes sont très peu instruites des affaires de la cité. Parce que pour être dans une délégation et conduire un processus de réconciliation, il faudrait quand même avoir de l'information sur le type de conflit, la nature du conflit, les acteurs en conflit. Et donc, les femmes n'ont pas été préparées pour pouvoir prendre en charge ce volet de la vie de la cité. Et donc, nous disons que on reconnaît que les femmes ont une certaine faiblesse au niveau technique pour engager un processus de paix de manière convenable. Et c'est raison pour laquelle nous disons que notre jeune coalition doit s'attaquer à ce déficit de compétences pour créer l'estime et la confiance en soi au niveau des femmes pour qu'elles commencent à s'intégrer dans les mécanismes formels de prévention et de résolution des conflits. Alors, effectivement, Madame Si, vous avez parlé de cette coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable dont vous êtes la présidente. C'est une organisation qui œuvre pour renforcer la participation des femmes à ces processus de paix. Est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de son approche et quels sont les principaux axes d'action et les impacts que vous avez observés jusqu'ici? Oui, notre coalition est une très jeune coalition qui regroupe 15 plateformes et organisations féminines et qui s'est constituée en mars 2021 lorsque le contexte politique était des plus minables, en ce sens que le défunt maréchal avait annoncé son intention de se présenter pour un 6e mandat. Et il y a eu un grand mouvement d'opposition qui a permis à des partis politiques et des groupes de la société civile de s'allier, d'être une grande alliance pour s'opposer ouvertement à cet engagement pour un 6e mandat. Et à l'époque, j'étais conseillère genre auprès de la présidence et j'ai eu la chance de prendre part à une rencontre des organisations féminines et je les ai interpellées à la clôture en disant qu'il n'était pas très responsable pour elles de se séparer en sachant que le pays était en train de brûler et qu'il fallait qu'elles s'engagent. Et je leur ai rappelé que la 1325 leur faisait obligation de s'intéresser quand même à la résolution des conflits de quelque nature que ce soit. Et c'est comme ça que nous avons lancé le processus. Et le maréchal avait été heureux d'apprendre que les femmes voulaient faire de la médiation, offrir leurs bons offices. Et c'est comme ça que je me suis engagée à mobiliser les leaders des associations féminines pour créer cette plateforme que nous avons. Et donc, aujourd'hui, nous avons 3 axes d'intervention: la cohésion sociale, la promotion du dialogue sociopolitique et le renforcement des capacités des femmes elles-mêmes. Pour les 2 années qui ont suivi notre installation, nous avons eu la chance d'être soutenus par 2 grands partenaires pour organiser des formations au niveau des provinces et au niveau de la capitale. Et notre approche, c'était de pérenniser cet acquis. C'est tout d'abord de former 30 femmes en technique de prévention et de médiation des conflits communautaires. À leur tour, ces femmes ont été déployées dans des provinces et ont organisé des formations pour des femmes, des leaders d'organisations. Et donc aujourd'hui, nous avons environ 400 femmes qui ont été formées aux techniques de prévention et de médiation des conflits communautaires. Ensuite, nous avons également vu la nécessité d'informer et de former les femmes
sur la médiation des conflits sociopolitiques, parce qu'en fait, ce sont ces conflits sociopolitiques qui ont justifié ou qui ont été l'occasion de la création de cette coalition. Et donc, là aussi, nous avons encore fait appel aux formateurs de l'école de maintien de la paix, qui nous a permis de connaître qu'est-ce qu'un modèle d'accord de paix, et nous avons engagé à notre niveau le processus d'analyse des deux accords de paix, l'accord de Doha et l'accord de Kinshasa. Cela nous a permis de comprendre que la société civile a été vraiment exclue des deux. Aujourd'hui, l'un des défis majeurs pour la participation des femmes réside dans la reconnaissance et la diversité de leur expérience. Je parle notamment de l'ethnicité, la religion, l'âge, l'appartenance autochtone ou encore la situation économique qui sont des facteurs qui façonnent leur rôle dans les processus de paix. Et ce qu'on observe, c'est que les politiques actuelles ont tendance à considérer les femmes comme un groupe homogène qui ignore ces réalités multiples. Comment est-ce que ces dimensions dont je viens de vous parler façonnent-elles la participation des femmes au processus de paix au Tchad ou ailleurs en Afrique, selon vous? La participation, effectivement, ce n'est pas une action, c'est un processus. Et si nous disons que nous nous engageons pour la promotion de la participation, ça veut dire que nous devons identifier, analyser, comprendre la situation de différentes catégories de femmes. Les femmes ne représentent pas un groupe homogène, comme vous l'avez si bien souligné. Donc, si nous voulons accompagner les femmes, nous allons tout d'abord voir au niveau des partis politiques d'où qu'elles viennent, quelles sont leurs trajectoires. Au niveau de la société civile aussi, nous devrions mieux connaître les femmes activistes qui essayent de défendre le statut, les intérêts des femmes. Alors, à ce niveau, nous disons que l'appartenance à une catégorie économique joue beaucoup, en ce sens qu'une femme qui appartient à une catégorie du secteur informel, disons, ou bien une femme du milieu rural qui n'a pas beaucoup de ressources, eh bien, vous comprenez que cette femme, elle va accorder plus d'importance à la recherche de la subsistance, puisque aller dans les rencontres, contribuer, débattre, suppose que le minimum est déjà acquis, obtenu au niveau personnel et au niveau familial. Et donc, vous comprenez pourquoi, même au niveau du militantisme politique, les femmes, elles décrochent très facilement parce que l'espace familial les absorbe. La gestion sociale est très absorbante pour les femmes. Et donc, si vous n'avez pas des ressources pour avoir une suppléante, une cuisinière, un réfrigérateur, eh bien, vous voyez qu'il est impossible de s'adonner à des activités, disons, politiques qui vous amènent à rechercher de l'information, collecter de l'information, être dans des rencontres et mener des débats. Donc, la catégorie socio-professionnelle influe beaucoup sur le degré de participation ou de mobilisation des femmes. Ensuite, vous avez également l'âge. Les jeunes femmes avec des petits-enfants n'auront pas beaucoup de temps pour s'adonner à ces activités. Et donc, vous allez vous retrouver avec des femmes peut-être jeunes, des étudiantes, des universitaires, qui n'ont pas encore de foyer, ou bien des femmes qui ont un certain âge, qui sont assises, qui peuvent s'adonner à ces activités liées ou imposées à la participation. Un autre levier du changement essentiel, c'est quand même l'implication des hommes, notamment les chefs traditionnels et religieux, dans la lutte Tout à contre fait. les normes discriminatoires qui freinent leur engagement, l'engagement des femmes. Quels sont, selon vous, des succès, des exemples de réussite ou des défis que vous avez rencontrés en adoptant cette approche inclusive? Ce que nous avons fait et qui nous réjouit jusque-là pendant ces 3 ans, c'est que les autorités traditionnelles que nous avons rencontrées, maintenant, quand il y a une situation, un conflit, eh bien, ils n'hésitent pas d'appeler les médiatrices de leur localité. Donc, c'est déjà un début de changement. Il y a la reconnaissance des compétences des femmes à apporter des solutions durables
à des conflits. Mais vous comprenez également que on ne peut impliquer ou associer les femmes que si on reconnaît leurs compétences, leur apport, d'où leur savoir-être est très, très important pour être reconnus et impliqués dans les processus de paix. Et aujourd'hui, il est important pour nous de voir comment adopter le vocable ou le concept de multimédiation et pas seulement la médiation. Parce que l'approche de multimédiation nous permettra de reconnaître que dans un conflit, on retrouve plusieurs types de conflits. Dans un conflit, on retrouve plusieurs acteurs visibles et invisibles. Et donc, il est important de prendre son temps pour analyser le contexte, analyser le conflit et identifier les acteurs avec leurs intérêts spécifiques. Sinon, on ne parviendra jamais à la paix durable. Cela passe vraiment par le plaidoyer et lorsque je vous écoute, je vois que vous avez engagé beaucoup d'actions, effectivement, de plaidoyer sur le terrain avec les acteurs nationaux, ces leaders religieux et traditionnels, comme vous dites. Mais si vous deviez formuler une recommandation pour les décideurs internationaux, quelle serait selon vous la priorité pour renforcer cet agenda au niveau local, national et international? La première chose que je vois, c'est vraiment former aussi ces leaders religieux et leaders traditionnels. Souvent, c'est par rapport à leur statut, on leur confie la charge de résoudre des conflits, mais on devrait leur donner des compétences techniques aussi. Une recommandation sur le plan international pour les décideurs internationaux pour vraiment renforcer cet agenda femmes, paix et sécurité. Les décideurs internationaux, les organismes internationaux, mon problème à ce niveau, et je m'en ouvre à vous, je ne vais pas me cacher, c'est qu'ils facilitent l'adoption de résolutions, mais ils ne sont pas regardants lorsque ces résolutions ne sont pas respectées. Je prends le cas du Tchad. Lorsque l'équipe est allée à Doha, il y a eu beaucoup de partenaires internationaux qui ont accompagné, soutenu le processus. Mais le fait de voir une seule femme du Tchad dans la délégation n'a pas été un problème. Et donc, il faudrait qu'ils veillent à ça. La seconde recommandation, c'est le financement, l'accompagnement de nos initiatives. Ce n'est pas facile d'accéder au financement. Au niveau du Tchad, la coalition, donc pour moi, c'est vraiment être sincère jusqu'au bout et apporter vraiment l'appui institutionnel, l'appui technique. Il y en a qui vont accepter de vous financer, mais ils disent on finance seulement les activités, mais pas d'appui institutionnel. Donc, on ne paye pas les salaires, on ne paye pas le loyer, on ne paye pas le fonctionnement de manière générale. Et donc, ce n'est pas très réaliste à mon sens. Et donc, il faudrait qu'ils respectent leurs engagements en faveur des femmes, qu'on les soutienne de manière sincère et qu'on leur permette d'arriver jusqu'au bout de leurs rêves. Merci beaucoup, Madame Si, pour cet échange inspirant et enrichissant. Merci aux auditeurs d'avoir suivi avec nous cet épisode de Femmes agents de changement, un épisode réalisé en collaboration avec ONU Femmes. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à découvrir d'autres histoires tout aussi inspirantes dans notre série. Pour cela, rendez-vous sur OECD CSAO et partagez ce podcast autour de vous pour faire résonner ces voix de femmes leaders.